Aujourd'hui, dans Le Monde qui vient, un entretien avec Maurice Lemoine, un entretien qu'on est ravi d'avoir parce que Maurice Lemoine revient d'un endroit singulier, il revient du département du Chocó, en Colombie. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas où est le Chocó, eh bien, c'est un département qui est au nord-est de la Colombie, qui a la particularité d'avoir un accès aux deux océans, au Pacifique et à l'Atlantique, mais aussi d'être frontalier avec le Panama et donc avoir une ouverture stratégique. Maurice Lemoine revient de ce département où il a passé plusieurs jours au sein des FARC, de la rébellion des FARC, qui est actuellement au cœur de l'actualité internationale avec la dernière ligne droite, hein, on va en parler, des négociations visant un accord de paix définitif de ce conflit colombien qui est l'un des 3 plus vieux conflits encore en activité au monde, avec le conflit Israël-Palestine et celui du Cachemire entre le Pakistan et l'Inde. Le 3e, c'est le conflit armé colombien qui a démarré il y a plus de 50 ans. Donc Maurice Lemoine, vous revenez du département du Chocó directement avec les acteurs. Donc on est très ravis de pouvoir avoir cette conversation. Quelle est l'ambiance actuellement dans le Chocó? Que se dit-il dans la forêt andine? Alors je précise que j'étais pas seul dans ce campement des FARC, du Front 57 des FARC, dans le Chocó, mais j'étais en bonne compagnie parce que j'étais avec Pierre Card, le réalisateur, qui tourne actuellement un film sur les FARC, hein, précisément. Alors l'ambiance, évidemment, elle est marquée par les événements récents. Les événements récents, on les connaît. Les moins récents, c'est il y a 4 ans, le début, en 2012, des négociations de paix avec les FARC, donc ce conflit qu'on fait remonter à 50 ans, même plus en réalité, puisqu'il a démarré en 1948, objectivement, avec un solde terrible, hein, alors il y a une commission historique qui, il n'y a pas très longtemps, a estimé qu'il y avait eu 220 000 morts depuis 1958, sauf que ça esquive, ça ôte les 200 000 morts qu'il y a eu précédemment du fait de la période qu'on a appelée la violencia. En réalité, c'est un conflit qui a fait 400 000, 450 000 morts, avec de l'ordre sans doute de 50 000 disparus, c'est-à-dire plus que l'Argentine des dictatures, plus que le Chili, qu'on présente souvent comme le paradigme de la répression. Évidemment, ces négociations de paix ont avancé. On avait jusqu'à présent 4 accords qui ont été passés. Alors on va dire c'est long. Et oui, c'est long. Parce qu'en fait, dans les processus de fin de conflit, il y a 2 approches différentes. Il y a ce qu'on appelle le DDR, c'est-à-dire démobilisation, désarmement, réinsertion. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, voilà, la guerre est finie, on vous file une petite formation, on vous donne un taxi, et puis vous vous débrouillez. Et puis, il y a le mode de négociation qui essaie d'aller jusqu'aux sources du conflit. Or, c'est ce qu'ont toujours revendiqué les FARC, aussi bien d'ailleurs que l'Armée de Libération Nationale, qui est la 2e guérilla en importance. Et donc, effectivement, les négociations sont très longues parce qu'on a affaire non pas à un groupe de délinquants qui se rendrait, mais à des politiques qui négocient une sortie du conflit de manière à ouvrir l'espace démocratique qui a toujours été fermé en Colombie. Très récemment, le 23 juin, a été signé un accord qui est un accord majeur, puisque c'est le cessez-le-feu définitif, on l'espère en tout cas définitif, et effectivement ça influe sur ce qui peut se passer dans la forêt, dans les montagnes colombiennes, puisque les combattants des FARC savent maintenant qu'on est dans la dernière ligne droite, et pour certains qui sont dans l'opposition armée depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est un moment à la fois enthousiasmant, ils sont tous ravis, parce que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer depuis notre vieille Europe, le guérillero n'est pas forcément par définition un violent qui aime la guerre et qui aime jouer avec des pistolets mitrailleurs. Donc ils ont tous perdu des camarades, hein, les camaradas, comme on dit là-bas, ils ont tous vu leurs compagnons mourir. Donc il y a un enthousiasme pour cette paix qui approche, mais en même temps, évidemment, une grande incertitude. Grande incertitude d'abord sur le plan personnel. Quand vous avez passé 20 ans, 25 ans, 30 ans dans la guérilla et qu'on vous dit tu vas ressortir à la vie civile, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais retrouver du boulot, hein? Et puis les incertitudes politiques, hein? La démobilisation telle que l'envisagent les FARC, on verra ensuite comment ça se passera, n'est pas une démobilisation individuelle, comme on a pu assister en Amérique centrale dans début des années 90, où chacun repart dans son coin. Là, il y a un projet collectif, hein, c'est-à-dire que les combattants vous expliquent, ou le commandant Pablo Atrato, que nous avons rencontré, que la démobilisation sera collective et qu'on va essayer de mettre en place dans les zones
sous influence des FARC depuis parfois des décennies, des projets productifs, des projets agricoles en lien avec la population. Ce qui amène à une première réflexion, c'est d'abord qu'effectivement les FARC, contrairement à ce qui a longtemps été prétendu, a une base sociale dans certaines zones du pays, mais qu'en même temps, cette base sociale, ce n'est pas la totalité de la population. Hein, c'est-à-dire que par exemple, lorsque les guérilleros s'envisagent, pensent, réfléchissent, je vais déposer mon M16, je vais déposer ma Kalachnikov, immédiatement après ils vous disent, oui mais quand on va sortir dehors, les gens savent d'où on vient, on va être tout nu. Hein, il y a une espèce de crainte parce que dans un conflit armé, l'arme fait partie de l'individu. Donc on est dans cette espèce d'ambiance entre chien et loup, une ambiance un peu crépusculaire. Les combattants, ça fait 1 an que les FARC ont décrété un cessez-le-feu unilatéral. C'est-à-dire que ça fait 1 an que les FARC n'ont pas tiré un coup de feu quasiment. Hein. Bon. Mais du fait du rapprochement de l'éventuelle fin du conflit, la nature de la vie dans les campements des FARC a changé. Par exemple, il n'y a plus d'entraînement physique. C'est remplacé par des études, c'est remplacé par du travail politique. Il y a les guérilleros se couchent plus tôt et se lèvent plus tard. On n'a plus dans la même discipline. Et donc, c'est un moment qui, pour la troupe, est assez dangereux, dans la mesure où, y compris le commandant Atrato nous expliquait, qu'il faut maintenir la discipline pour que tout ça ne se dilue pas, ne perde pas son... Parce que les FARC, évidemment, ont survécu depuis 1964 leur naissance historique, parce que c'est une organisation politico-militaire, donc structurée comme une armée, avec une discipline, avec des règles, avec des... Bon. Là, on n'est plus tout à fait dans ce... Et est-ce qu'ils se sentent, dans ce contexte, moins sous la menace de l'armée colombienne? Alors, avec l'armée colombienne, les affrontements ont cessé. Hein, en gros, là, dans le Choco, du côté de Feria del Fuerte, les guérilleros nous expliquent que ça fait 1 an qu'eux ont décrété un cessez-le-feu unilatéral, que les militaires le savent, donc que les militaires ne viennent plus les chercher, et qu'eux-mêmes, lorsqu'ils aperçoivent les militaires, les évitent, et il y a un statu quo. En gros, c'est un phénomène qu'on a connu en Amérique centrale, personne, ni d'un côté ni de l'autre, ne veut être le dernier à mourir. Évidemment, la paix est là, on ne va pas s'appauver. En revanche, il n'y a pas de cessez-le-feu entre les FARC et les paramilitaires. Si on prend le cas du Choco, mais c'est un exemple qu'on peut élargir sur un certain nombre de zones en Colombie, avec ce qu'on appelle les BACRIM, bandes criminelles émergentes, qui sont en fait les paramilitaires recyclés, ils sont à Rio Sucio, dans le Choco, en train de reprendre du terrain. Et ça pose en particulier un problème, ça pose le problème de la démobilisation. Il est prévu dans les accords qui ont été signés le 23 juin dernier que les guérilleros vont être regroupés dans 23 veredas, ce qu'on appelle des veredas, qui sont la juridiction administrative la plus petite de la Colombie, c'est moins grand qu'une municipalité, et pour les zones où l'influence des FARC est établie, et dans 8 campements pour les zones plus éloignées, comme le Choco. Il se trouve que, tel que c'est annoncé aujourd'hui, le campement dans lequel on va réunir les guérilleros du Choco est à Rio Sucio, qui est en train d'être investi massivement par les paramilitaires. Donc là, évidemment, se pose pour les combattants un problème grave, dans la mesure où, on le sait, il y a eu un précédent. Il y a eu un précédent, c'est les années 80, c'est 1984, le président Belisario Betancourt, qui signe un cessez-le-feu bilatéral d'1 an, qui demande aux FARC de créer un parti politique, qui est créé avec d'autres forces de gauche colombiennes, l'Union patriotique, on connaît l'histoire, pour ceux qui s'intéressent à la Colombie. Ce parti politique, lors des premières élections auxquelles il participe, va obtenir, alors là il ne faut pas que je me trompe, je crois que c'est 19 congressistes, 19 ou 17, j'ai des fiches ici, mais je ne vais pas les sortir, ça ne se fait pas devant une caméra, donc des députés et des sénateurs, et ensuite on va avoir un massacre, puisque 4000 dirigeants, sympathisants, militants de l'Union patriotique vont être assassinés. C'est le problème qui se pose aujourd'hui aux FARC. Alors dans l'accord qui a été signé le 23 juin, il est prévu des garanties de sécurité pour les guérilleros. On peut considérer que pendant les 6 premiers mois, oui, puisque pendant les 6 premiers mois, ils vont être réunis, ils vont être rassemblés dans les campements ou dans les zonas veredales, dans lesquels ils seront protégés par un triple anneau de sécurité. Le premier anneau, les FARC, deuxième anneau, l'ONU, troisième anneau, l'armée et la police. Mais si le processus va à son terme, pendant ces 6 mois, ils vont remettre leurs armes à l'ONU. C'est-à-dire que là, de façon tout à fait symbolique, mais aussi parce que c'est une organisation politique qui n'a pas été vaincue militairement, les FARC ne veulent pas remettre leurs armes aux militaires colombiens. Symboliquement, c'est à l'ONU qu'ils vont remettre leurs armes. Donc pendant cette période, il y aura effectivement des mesures de sécurité, mais ensuite, lorsqu'ils vont être lâchés dans la nature,
là évidemment le problème est tout à fait différent. Et pour l'instant, par exemple, je parlais à l'instant de réseaux sociaux, où on le sait, tout le monde le sait, c'est à la lumière du jour, les paramilitaires sont en train de réinvestir, jusqu'à présent, l'État ne fait rien. Et alors, souvent, on a l'expérience que avant d'arriver à la paix, il faut que l'accord tienne. Et souvent, on remarque que ceux qui n'ont pas intérêt à ce que l'accord tienne se trouvent parfois de tous les côtés. On peut avoir des radicaux de chaque bord qui n'acceptent pas, en quelque sorte, l'issue proposée par l'accord. Un accord, par définition, est quelque chose qui est insatisfaisant parce que c'est un compromis. Est-ce que c'est un scénario qui est redouté aujourd'hui en Colombie, c'est-à-dire dans ce post-accord, d'avoir à la fois du côté des paramilitaires, des forces qui sont liées ou agitées par quelqu'un comme M. Uribe par exemple, mais aussi peut-être du côté des FARC et de l'ELN, des secteurs qui n'acceptent pas finalement les conditions de cette paix et qui pourraient la remettre en cause par des actions diverses et variées, allant jusqu'à des formes de violence assez intenses. Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté, qui était discuté dans le Chocó? Comment les guerrilleros voient ça et comment vous voyez ça? Alors à la question que posée, il y a deux réponses. Il y a la réponse concernant l'incertitude et la réponse concernant la certitude. L'incertitude, c'est celle d'un certain nombre de Colombiens qui, considérant les FARC comme une organisation terroriste, malfaisante, etc. Il faut évidemment mentionner au passage que les FARC ne sont pas des enfants de cœur et qu'ils ont violé le droit humanitaire international. Il ne s'agit pas ici de les transformer en une armée de première communion. Considèrent que les guérilleros ne vont pas respecter les accords. Si on considère tous les processus de démobilisation qui ont eu lieu dans la région, et je pense en particulier à l'Amérique centrale, on peut considérer qu'effectivement, il y a peut-être 5, 6, 8, 10% des membres des FARC qui n'accepteront pas l'accord. Alors on a un exemple concret, puisqu'y compris ça a été discuté dans le campement où nous étions, pendant que nous y étions, c'est le premier front des FARC, qui semble faire dissidence. Alors ça concerne une centaine d'hommes sur 8000. Voilà. Bon. Estimant que les garanties de sécurité ne sont pas suffisantes, ce à quoi l'état-major, le secrétariat des FARC à La Havane dit en réalité c'est pas une question politique, c'est un groupe qui est en train de devenir un groupe mafieux et qui souhaite préserver ses affaires, puisqu'on le sait, on a souvent accusé les FARC d'être une narco-guérilla, ce qui est faux, mais évidemment dans l'ensemble de ce mouvement armé, il y a certains éléments qui, eux, sont entrés de plein pied dans ce trafic. Vous pensez que l'accusations ne tient pas la route, hein, globalement, de narcotrafic? Non, de mon point de vue, alors je sais que c'est un point de vue minoritaire, hein, mais les FARC ne sont pas un cartel de la drogue. On le connaît, l'histoire, on la connaît. Je veux dire, ils ont effectivement financé leur mouvement et sont devenus puissants militairement parce qu'ils ont imposé un impôt. Ils ont établi un impôt sur la coca, qui effectivement est la matière première qui permet de faire la cocaïne, sur la première transformation de coca en pote base, et qu'ils ont permis aux trafiquants de venir chercher le matos, le matériel, en leur imposant aussi un impôt. Hein, voilà. Donc ils sont impliqués dans la chaîne. Mais ils n'ont pas de réseau d'exportation, ils n'ont pas de réseau d'importation de ce qu'on appelle les précurseurs, qui sont les produits chimiques qui permettent... Et donc, d'une certaine manière, le terme, d'ailleurs, de narco-guérilla a été inventé par un diplomate américain, Lewis Stamps, qui était ambassadeur de Colombie en 1986, qui ensuite a été ambassadeur, alors donc c'est lui qui a imposé ce terme, qui effectivement a disqualifié complètement les FARC, et entendu, je l'ai dit, qu'il y a forcément des éléments ici ou là qui, eux, sont entrés carrément dans le narcotrafic, et cet ambassadeur des États-Unis, Lewis Stamps, a ensuite été muté au Costa Rica, et du Costa Rica, il a été expulsé, parce que c'est lui qui organisait le financement des Contras qui attaquaient le Nicaragua avec la drogue du cartel de Medellín. Bon. Donc là, on est dans un grand jeu politique. Hein, c'est la narco-guérilla, c'est pour disqualifier la guérilla. Donc le premier front semble faire dissidence. Mais ça, pour le coup, et pour avoir assisté à des réunions au sein du front où nous étions, où alors ça, c'est un truc extraordinaire. On est en pleine forêt dans le Chocó. C'est une des régions les plus pauvres, les plus reculées de la Colombie, les plus insalubres. En plein milieu de la forêt, il n'y a rien. Et les guérilleros réussissent à entrer en communication avec la Havane par Internet. C'est un truc ahurissant. Hein. Ils sont technologiquement très très avancés. Bon. Il y a dans les FARC un sens de la hiérarchie de la discipline qui est extrêmement fort. Discipline qu'il faut le dire, hein, c'est la discipline d'une armée. Je veux dire, la peine de mort est appliquée au sein des FARC. Bon. Donc de ce point de vue-là, au-delà de 10%, la vraie crainte,
la vraie incertitude, c'est qu'effectivement, il y a un puissant courant politique en Colombie, qui est celui d'Álvaro Uribe, qui sont les grands propriétaires terriens, qui sont ceux qui ont toujours profité du narcotrafic en particulier, qui eux sont fermement opposés aux accords de paix, puisque Uribe, là, il y a 2 jours, après que la Cour constitutionnelle ait autorisé l'organisation d'un plébiscite pour entériner les accords de paix quand ils seront signés, appelle littéralement à la désobéissance civile. Hein. Donc, son mouvement, le Centre démocratique, n'a pas encore pris clairement position sur non au plébiscite ou abstention, mais là, il y a un obstacle majeur, et on le sait, ce courant politique, historiquement, est lié au paramilitarisme. Je pourrais développer à l'envie, on ne va pas le faire, puisqu'en plus nous publierons bientôt un article sur la Colombie, et c'est beaucoup plus simple, mais on ne l'a pas souvent mentionné, y compris là il y a une grande responsabilité médiatique. L'ancien chef de la sécurité, par exemple, d'Álvaro Uribe au palais présidentiel à Bogota, le général Mauricio Santoyo, a été condamné à 13 ans de prison aux États-Unis pour ses liens avec le narcotrafic. Le frère d'Álvaro Uribe, Santiago Uribe, a été arrêté il y a quelques mois pour ses liens avec le paramilitarisme, ce qu'on appelle les 13 apôtres. Il y a, je crois qu'il y a une douzaine de membres proches d'Álvaro Uribe qui ont été arrêtés pour leur lien avec le paramilitarisme ou le narcotrafic. Donc là, il y a un véritable danger. Il y a un véritable danger. Toute la question est de savoir, et y compris par rapport à ce que nous disions à l'instant, est-ce que les combattants des FARC vont obéir aux consignes? Tout va dépendre aussi de la manière dans laquelle va se dérouler la démobilisation. Si par malheur, les guérilleros sortant de la lutte armée se font tirer comme des lapins par les paramilitaires, il est évident qu'il y en a un certain nombre qui vont repasser au don de maquis, ou même éventuellement qui vont rejoindre l'armée de libération nationale, qui est sans doute sur le point d'entamer des négociations, mais qui ne l'a pas encore fait. Et on peut, d'une certaine manière, comprendre le temps que prend le LN, l'armée de libération nationale, pour commencer à négocier, c'est de voir comment ça va se passer avec les FARC. On va être dans une période, non pas de post-conflit, mais de post-accord. Dans la mesure où, par ailleurs, et j'en termine, on ne négocie pas le système social à la table de négociation. On négocie en ce moment l'ouverture d'un espace démocratique pour une gauche qui est d'ailleurs très divisée en Colombie, qui se réorganiserait et permettrait de lutter contre le néolibéralisme. Parce que le projet du président Juan Manuel Santos, il est complètement opposé à ce qui se négocie à La Havane. C'est l'ouverture aux multinationales, c'est la livraison du territoire national aux grandes capitales. Donc le combat politique, lui, va continuer. Justement, quelque chose qui m'avait interpellé à l'époque, c'est que quasiment au même moment, en août 2012, lorsque les prémices du dialogue s'ouvrent entre Santos et les FARC, au même moment, le même gouvernement de Santos fait approuver au Congrès une loi de réforme du code minier colombien, au même moment, quasiment le même jour. Réforme qui va dans le sens d'une libéralisation, en gros, de l'activité minière de la Colombie, puisqu'on sait que du point de vue de Santos et des franges les plus modernistes de la bourgeoisie colombienne, il y a l'idée que le conflit, en quelque sorte, mine les potentiels miniers, en particulier du pays, pour l'exportation sur les marchés internationaux, l'or, quantité de minerais dont est riche la Colombie. Et donc, ces deux processus qui ont été en fait assez en parallèle. Et donc, effectivement, on peut dire que le gouvernement de Santos défend un projet économique qui serait lequel, selon vous? Donc, un projet d'ouverture commerciale de la Colombie au niveau international pour cette extraction et cette exportation de minerais. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. L'objectif de Santos, c'est de pouvoir permettre, à partir de la fin du conflit, l'ouverture de l'ensemble du pays aux secteurs économiques, financiers, aux multinationales. Il est évident que la persistance de zones dans lesquelles une opposition armée est présente empêche les multinationales d'aller investir. Bon, vous avez le Chocó, par exemple, il y a 70% du territoire qui est déjà préempté par des multinationales. Bon. Alors, il ne s'agit pas d'une part de naïveté de la part de la guérilla. Tout le monde le sait. Tout le monde sait exactement. Bon. Le problème, il est évident, c'est qu'il n'y a pas de victoire militaire possible. Les FARC savent maintenant qu'ils ne pourront pas prendre le pouvoir par les armes. Donc, à un moment, au bout de plus de 400 000 morts, il faut arrêter le massacre. Hein, bon. Le président Santos, lui, il sait qu'il ne pourra pas défaire les FARC, mais qu'en même temps, si on réussit à établir la paix, il va pouvoir, lui, mener son modèle néolibéral. Ensuite, c'est effectivement la lutte politique qui va permettre de mettre en... On a le même problème en ce qui concerne l'agriculture.
l'un des modèles qui est défendu par les FARC, mais aussi par une partie de la gauche colombienne, pas forcément en lien avec les FARC d'ailleurs, mais c'est une philosophie générale, c'est les zones de réserve paysanne. C'est-à-dire une agriculture paysanne, on va dire en gros, si je prends un exemple idiot, parce que c'est pas le contexte, mais la Confédération paysanne face à la FNSEA. C'est le même, voilà, c'est les mêmes débats. Donc les FARC soutiennent un modèle productif, soutenable, humain, etc. Alors que Santos, je l'ai dit, il veut imposer une agriculture industrielle avec la palme africaine, avec des grandes plantations, etc., où les paysans deviendront des salariés des grandes firmes. Donc l'affrontement politique et social, il va rester. À tel point, et là encore, il faut vraiment le savoir, personne n'est dupe. Hein, les FARC ne se font pas rouler dans la farine, ils savent très bien que le combat politique va continuer. Je parle des FARC, on pourrait parler de la gauche colombienne, qui n'est pas liée à la lutte armée. À tel point que le président Santos l'a dit, avec la démobilisation, les conflits sociaux vont s'accentuer, et donc il est en train de renforcer ce qu'on appelle l'ESMAD, qui sont les forces de choc de la police colombienne, pour réprimer les futures mobilisations sociales. Alors peut-être une dernière question, il y a un sujet qui n'est pas du tout traité ou qu'on ne voit pas dans les médias, c'est finalement le rôle de la diplomatie latino-américaine dans la résolution, en tout cas dans l'avancée vers la résolution de ce conflit. Tout ça se négocie à La Havane, avec des pays accompagnateurs dont le Venezuela, dont le Chili. Les États-Unis sont restés plutôt en dehors du Cénacle de négociation, ce qui est tout à fait nouveau. Est-ce que vous considérez que si on passe du post-accord au post-conflit, si on arrive jusque-là sans bouleversement ou sans incertitudes, est-ce qu'on peut dire que c'est aussi une victoire quelque part d'une diplomatie intra-latino-américaine? Alors, déjà dans un premier temps, si on contextualise le moment actuel en Amérique latine, il y a un fait qui est notable. C'est que la très contestée organisation des États américains, l'OEA, n'a eu strictement aucun rôle dans cette affaire. Elle a été complètement écartée. C'est-à-dire que le traditionnel bras politique de Washington a été éliminé. On a pu noter le 23 juin dernier, lorsqu'a été signé solennellement à La Havane, en présence de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, Raúl Castro, le président de l'ONU, Ban Ki-moon, Michelle Bachelet, l'hommage appuyé qui a été rendu à Hugo Chávez, l'ancien président vénézuélien, et à celui qui a été son ministre des Affaires étrangères, Nicolás Maduro, et qui est aujourd'hui président, pour leur rôle dans l'avancée du processus de paix en Colombie. Plus le rôle évidemment de Cuba, qui est l'amphitryon de ça. Donc là, il y a effectivement, lorsqu'on analysera la période et l'histoire avec le recul, il y a eu un rôle très important de la gauche latino-américaine, qui peut-être parce que tout ça a démarré à un moment où elle était encore en position dominante, a eu un rôle important. C'est évidemment plus compliqué aujourd'hui. Hein, puisqu'on le sait, la droite néolibérale est en train de reprendre l'offensive, les gouvernements de gauche sont en difficulté. Mais en tout état de cause, ce qui est notable, c'est que les États-Unis ont finalement appuyé la négociation. Sans doute, là c'est une hypothèse, parce que le président Juan Manuel Santos, à qui d'ailleurs il faudra rendre hommage, hein, bien que ce soit pour certains d'entre nous un adversaire politique, c'est un homme de droite, sans doute parce que Santos représente la bourgeoisie éclairée de la Colombie, et que d'une certaine manière, il en termine avec la période de la Colombie pourrissante, on peut employer ce terme, d'Alvaro Uribe, des grands propriétaires terriens, du narcotrafic, etc. Donc là, il y a une conjonction d'intérêts. J'ajoute qu'il y a évidemment une incertitude pour la date de la signature des accords de paix définitifs. Là-dessus, je ne me prononcerai pas. Et pour vous, aujourd'hui, c'est pas encore fait tout à fait. Je peux me tromper, ouais. Mais tout le monde peut se tromper, hein, parce que certains, le président Santos avait déjà annoncé la signature des accords de paix pour mars dernier, puis il les a annoncés pour le 20 juillet. Maintenant, certains disent que ça sera au début août, d'autres disent que ça sera le 20 août. Moi, je dis, soyons prudents, il y a encore beaucoup de points qui ne sont pas réglés. Néanmoins, l'impératif pour tout le monde, aussi bien pour le gouvernement de Santos que pour les FARC, c'est de le signer cette année, en 2016, parce qu'il y a deux butoirs. C'est les élections présidentielles en Colombie, l'an dernier. Si le processus de paix n'était pas arrivé à son terme à ce moment-là, ça serait considéré par une part importante de la société colombienne comme un échec. Et donc, du coup, la droite uribiste, la droite dure, la droite corrompue pourrait reprendre le pouvoir. Et puis, les prochaines élections aux États-Unis, où personne ne sait trop ce qui va se passer, où Donald Trump est totalement imprévisible, et où Hillary Clinton n'est pas forcément une amie de la gauche latino-américaine.